bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Place to Buzz. Aujourd'hui, on ne va pas parler de business ou de manière indirecte, mais plutôt de jeux de rôle avec nos amis de la JDR Academy, JDR comme jeu de rôle. Donc, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau Joanne Le Mercier-Nicolas, alias Spider-Gros. Salut. Et Mathieu Morando, alias Riley. Alors, d'abord, pourquoi ces pseudos? Quelles origines ils ont et quel rôle ils jouent dans votre activité? Alors moi, Riley, ça vient de... parce que je fais beaucoup de podcasts, D'accord. d'autres podcasts, pas que sur le jeu de rôle. Et il y en a un qui est un des premiers qu'on a fait qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. Et j'avais pris ce pseudo Riley parce que c'est un personnage de la série. D'accord. Et comme après je vais continuer à faire des choses. Buffy, il faut que tu en dises un peu plus. Buffy, c'est la série des années 90 avec une petite blonde qui tue des vampires. Ah, c'est ça. C'est la meilleure série de loin. Ok. Et il y a un des personnages qui s'appelle Riley donc dedans. Et comme après j'ai continué à faire des trucs sur internet, j'ai décidé de garder ce pseudo. Ok. Et voilà, c'est pour ça que je m'appelle Riley sur la JDR Academy. Ok. Et Spider-Gros? Spider-Gros, alors en fait, gros, je crois que ça s'auto-explique. Et c'est un surnom qui date Même pas. du lycée, donc c'est GRO, accent circonflexe. et Accent sans circonflexe. S. Ok. Donc je suis peut-être à l'origine de Wesh Gros finalement. Et Spider-Gros, parce qu'un pote de lycée, un pote qu'on a en commun d'ailleurs, avait un jour dessiné une bande dessinée où il relatait mes aventures à moi, mais sous le prisme de Spider-Man, et c'était devenu le héros Spider-Gros. Ok, super. Et c'est resté du coup. Bon, très bien. Alors, je vous avoue que pour préparer ce podcast, je me suis un peu arraché les cheveux. Pour une raison très simple, c'est que je suis très peu au fait de ce qu'est un jeu de rôle. Donc, je vais endosser un peu le rôle du béotien. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle? Quelle différence avec des jeux comme des jeux de société, des jeux de plateau ou des jeux vidéo, par exemple? Un jeu de rôle, c'est d'abord, je crois, on a tous des définitions différentes, mais pour moi, en tout cas, c'est une conversation dans laquelle on va jouer d'autres personnages. Donc, tu ne seras pas Denis, je ne serai pas Riley. On sera des personnages dans un monde imaginaire D'accord. ou dans une situation imaginaire, et on va se la raconter. Généralement, il y a un maître du jeu qui va installer une situation, et toi, tu seras un personnage dans cette situation. D'accord. Et je vais te mettre au devant de défis, d'énigmes, une situation à résoudre, mais tu n'es pas Denis. Tu es peut-être un chevalier, tu es peut-être une petite fille, tu es peut-être un monsieur de 90 ans sur une autre planète. Ok. Et c'est ça le jeu de rôle, c'est une conversation. Et de temps en temps, pour résoudre des situations un peu indécises, on va lancer des dés. En général, c'est le plus commun, on va lancer des dés selon des mécaniques de jeu. Mais il y a même des cartes, il y a tout un système, tout un tas de systèmes pour résoudre ce genre d'action. Alors, Johan, j'ai vu aussi que les jeux de rôle étaient des actual play. Quelle est la différence entre un jeu de rôle et un actual play, ou est-ce que c'est juste une extension? Alors c'est une extension du jeu de rôle. L'actual play en fait est un jeu de rôle qui est enregistré, qui soit fait C'est ce que vous faites, vous, hein? en live, voilà, qui soit Ok. fait en live en streaming sur Twitch ou YouTube. Nous on fait quelques lives sur YouTube. Et sinon l'actual play tel que nous on le conçoit, ce sont des parties de jeu de rôle audio enregistrées, montées avec un certain niveau de qualité. En tout cas on s'astreint nous à essayer de donner un bon rendu et après diffuser. Donc l'actual play c'est ça. Le jeu de rôle on pourrait le faire là tous les trois autour de la table. On va le Ça faire, peut s'improviser. On va le faire tout à l'heure. Ça peut s'improviser très rapidement. L'actual play demande tu vois, des systèmes d'enregistrement en plus. Et alors, nous, on met en avant nos actual plays parce que, comme disait Johan, il y en a qui sont pas montés, qui sont faits en live sur Twitch. Nous, on essaie de se rapprocher d'expériences fiction audio. Donc, on va essayer de rajouter des sons qui n'étaient pas forcément présents le jour de la partie, D'accord. des musiques qui sont peut-être plus adaptées que le jour de la partie, essayer de travailler les voix, Alors, l'ambiance sonore en général, quoi. Ça touche le fond du problème que j'ai identifié, c'est de me dire, ok, tu vois, si je joue aux cartes ou Monopoly avec mes potes, je vais m'éclater, on va se marrer, mais les gens qui vont regarder, ça va pas trop les amuser. Comment vous passez du stade à on est tous ensemble sur un jeu de rôle à on en crée un programme qui peut intéresser des gens, parce que vous êtes là aussi pour trouver un public, vous êtes là aussi pour parler de votre JDR Academy. Quelles étapes vous franchissez pour passer du simple jeu entre copains à quelque chose qui va attirer du monde? Je pense que l'idée est simple. C'est un peu comme les streamers qui font du jeu vidéo et qui se filment en train de jouer au jeu vidéo. Oui. C'est, Pour ça, j'ai jamais compris. Le constat de base, c'est Ça vient de là, hein. si moi je prends du fun à créer cette activité, à faire cette activité, sûrement que d'autres trouveront du fun à la regarder. D'accord. Et nous, c'est ça. À la base, le jeu de rôle, on le fait pour nous, pour s'amuser. Et on a commencé à jouer, nous, de manière très classique, autour d'une table, sans aucun micro
et sans aucun enregistrement et sans aucune volonté de diffusion. Ouais. Et après, la jeunesse de la JDR Academy, je te laisserai ce point-là parce que c'est toi qui es à l'origine du projet. Mais en tout cas, comment on évolue jusqu'à l'Actual Play, c'est l'idée de vouloir proposer un contenu. Certains d'entre nous viennent du monde de l'audiovisuel, donc avaient déjà des bases de montage au départ. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir que ces parties-là qui sont très éphémères quand on les joue entre nous le week-end deviennent pérennes, restent gravées et voire même embellies puisqu'on va y rajouter de la musique, du son. En fait, il y a du montage. Donc, en fait, il y a du mixage, ouais. entre l'heure et demie ou les 2 heures que peut prendre le jeu, dans le réel, vous allez en faire un format plus court, condensé, qui va être un peu habillé, même s'il n'est pas dénaturé. Tout à fait, oui. Ok. L'idée, c'est de se rapprocher le plus de l'expérience qu'on a eue en jouant la partie, mais en enlevant tous les à côté, tout ce qui est pas intéressant à écouter, en fait. Et c'est ça notre objectif. Alors, même de redonner un point de vocabulaire, parce qu'on a parlé d'AP, l'Actual Play, on va aussi parler de RP et de HRP. Donc, les parties non intéressantes sont les parties qui sont HRP, donc qui sont hors roleplay. Quand on est autour d'une table, je te parle là en tant que Johan ou Spider-Gros, très bien, je joue mon personnage, je parle en tant que mon personnage. Et si à un moment je dis, attends Denis, il y a un truc que je comprends pas, est-ce que tu peux expliquer ce point de règle? Quand je suis en train de faire ça, je fais du HRP. Je suis sorti de mon rôle pour casser un peu le mur. Si tu fais du live sur Twitch, ça va rester. Ouais. Nous, dans nos montages, ça va être coupé de manière à ce que, comme tu disais tout à l'heure, ça ressemble le plus possible à un audiobook. C'est-à-dire que la personne qui va consommer le produit va avoir uniquement des phases de roleplay, donc des phases où on incarne notre personnage et on fait avancer l'histoire. On n'empêche pas aussi de façon situationnelle d'expliquer parfois les règles, parce que le but aussi de l'Actual Play à ce moment-là, peut-être, c'est d'expliquer le jeu aux gens qui vont le découvrir. On est toujours un peu sur cet entre-deux qui est comme le jeu de rôle en fait, qui est comme pour revenir à ce que tu disais, c'est un jeu de société. Ouais. C'est un jeu de société dans lequel, mais c'est aussi du théâtre, d'improvisation. J'allais venir, on va entrer un petit peu dans la petite fabrique du JDR. Comment vous préparez les épisodes? Comment vous explicitez les règles? Est-ce qu'il existe des jeux comme le Monopoly qui sont universels et vous venez vous fondre dans les règles, ou est-ce que vous créez aussi vos propres scénarios? Comment ça fonctionne? Alors déjà dans le commerce, il y a plein d'éditeurs de jeux de rôle, donc il y a plein de jeux qui sortent avec des univers, on parlait post-apo, contemporain, où le plus courant c'est médiéval fantastique, donc le plus connu de tous les jeux de rôle, c'est Donjons et Dragons, donc tu as peut-être déjà entendu parler forcément. Ça c'est la base, mais là-dessus il y a tout ce qui est plus notre branche en fait, c'est tous les jeux indépendants qui sont moins avec des licences connues, et qui tiennent sur moins de pages, ce qui est dans ces jeux-là, généralement, éditeurs, comme c'est des gros livres à vendre, il y a beaucoup de règles, beaucoup de... Oui, j'ai vu, là, il y a des énormes bouquins. On a ramené quelques bouquins, voilà. Qui sont épais comme ça. Qui font 300 pages, avec beaucoup d'historique de l'univers pour le présenter aux lecteurs et aux futurs maîtres du jeu. Nous, on tend vers le minimalisme, je crois, avec le moins de règles, parce qu'on est plus là pour faire du narratif que du ludique en somme. On est plus proche du rôle que du jeu finalement. Alors évidemment, même si je suis novice, je suis allé quand même écouter quelques épisodes, et ce qui m'a d'abord marqué, c'est le côté très feutré. C'est-à-dire que tu sens vraiment qu'il y a une concentration des joueurs, et puis il y a un MC, un maître des cérémonies, comment vous l'appelez? MJ, maître du jeu. Mais tu peux l'appeler MC si tu veux. Ça dépend des jeux. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux où on l'appelle MC, des fois c'est le guide, Dungeon Master ou l'arbitre, l'adversaire. D'accord, Dungeon Master, j'aime bien aussi. Ça, c'est ce genre de... Ça, c'est de l'apparat. Et c'est quoi son rôle au maître du jeu? Alors, lui, bien souvent, s'il ne joue pas un scénario préécrit, c'est lui qui aura écrit le scénario, ou en tout cas, il l'aura adapté. Donc, il a un côté scénariste. Il a un côté réalisateur, puisque c'est lui qui va mettre en place les scènes et décrire tout ce qui se passe pour que les acteurs puissent agir. Et il va aussi être acteur, puisque c'est lui qui va incarner tous les figurants, tous les PNJ, tous les personnages non joueurs. C'est lui qui va les incarner. Ah, c'est lui qui fait rentrer des joueurs virtuels, on va dire. C'est ça. Exactement. Si toi tu es PJ, donc personnage joueur, et que tu me dis que tu frappes à la porte de la taverne, moi en tant que MJ, je vais jouer, je vais improviser sur le coup quelqu'un, je vais lui donner un prénom, et c'est lui qui va venir ouvrir la porte. Et si tu décides de le taper, il va se passer un combat. Et du coup, je vais faire en sorte, je vais inventer 3, 4, 5 personnes qui vont venir autour de toi et qui vont compliquer la situation. Alors, tu as dit improviser. Je voulais vous poser la question, te poser et te la poser aussi à toi, Mathieu. Quel est le rôle de l'impro
Et de la préparation, c'est quoi? C'est 50-50? C'est 30 de préparation? Enfin, C'est- difficile à ouais. dire. Et est-ce que ça ressemble à du théâtre d'improvisation ou pas du tout? Alors, ça dépend. On va se répondre que ça tout le temps. En fait, ça dépend des jeux et des Ouais, règles et ouais, des ouais. personnes. Mais Ouais. effectivement, l'improvisation, ça prend une part très importante du jeu parce j'ai que entendu ça, ouais. c'est impossible d'anticiper tout ce que vont décider les joueurs autour de la Mhm, table. mhm. Et même si on a beau préparer pendant des heures son histoire, forcément, à un moment donné, peut-être qu'ils vont prendre la route parallèle que tu n'avais pas anticipée, toi, maître du jeu. Donc, tu vas improviser. D'accord. Et c'est ce que disait aussi Spyro, c'est sur tu vas croiser quelqu'un qui n'était pas prévu dans mon histoire, genre le tavernier, j'avais Ouais. pas prévu qu'il parle. Et ben il va parler sur le moment, improviser des dialogues. Et donc là, ça se rapproche énormément du théâtre d'impro, puisqu'en fait, on nous donne des contraintes, on nous donne des règles, et on nous donne quasiment des personnages. Donc c'est comme le théâtre d'improvisation, en fait. Et puis la règle d'or, et comme dans le théâtre d'improvisation, c'est que tu ne dis jamais non. Ouais. C'est-à-dire que tu composes sur ce que les autres apportent. Parce que c'est ça qui apporte du contenu, c'est le fait que le PJ soit acteur. Donc si toi, en tant que MJ, tu as prévu que vous rentrez dans le village, D'accord. vous allez au château parce que c'est votre objectif, toi, tu as prévu, tu as écrit que les mecs, ils allaient monter le sentier, arriver au château, et qu'il y en a un qui dit non, moi je m'arrête à la taverne pour boire une bière, T'es bon, bah, t'es obligé de le faire. Donc, Je vais dire oui. il n'y avait pas de taverne dans ton esprit. Tu vois, ok. et d'un coup, il y en a une. Donc, Ok. tu es obligé de l'imposer. Et si, encore une fois, comme je le disais, il décide de déclencher une bagarre, et ben, tu es obligé de la jouer. Et peut-être que ton scénario, qui était prévu sur 3 heures, va durer 5 heures, ou peut-être que tu vas arrêter à l'heure dite, sauf que, en fait, dans les 3 heures, il ne sera passé qu'une rencontre dans la taverne, ou peut-être tu auras imaginé une nouvelle quête, mais qu'on ne sera pas du tout allé voir le Alors, château, et le château sera pour la prochaine fois. J'allais te poser la question. Quel est le but du jeu, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a un vainqueur, un perdant? Est-ce qu'il y a une fin, comme dans les jeux vidéo, où tu fais des levels, des niveaux? Alors déjà, qu'on soit clair, personne ne gagne à la fin de la partie. Ouais, Personne ok. n'a gagné. Le but, c'est de raconter une histoire et de vivre une histoire. Donc à la fin, c'est de passer un bon moment, tout simplement. Mm. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un objectif, que les personnages ont un objectif à remplir et qu'ils peuvent le réussir ou pas. Mais finalement, ils auront gagné leur mission, mais c'est pas ça qui compte à la fin d'une partie, quoi. Ok. Il faut le voir un peu comme une série télé. Ouais. En fait, on l'a pas dit, c'est vrai que dans le jeu de rôle, il y a le format one shot qui va se jouer juste sur une partie. Mhm. On prend rendez-vous de telle heure à telle heure et à la fin, le scénario sera fini. Une histoire complète. C'est ça. Et donc ça, c'est un peu un film ou un téléfilm. Et ce qui est un peu plus courant dans l'imaginaire collectif, il y a la campagne qui correspond plus à une série qui va se diviser en épisodes. Et donc, comme dans une série, il n'y a pas de but, il n'y a pas de gagnant à la fin de la série que tu aimes, à la fin de la première saison. On ne sait pas s'il a gagné, s'il a perdu. Mhm. Il a peut-être tué les méchants, mais peut-être que le scénariste va lui en inventer des nouveaux pour la deuxième. Ça me rappelle Prison Break. Où Mais ça, par exemple, c'est où sans ça fin. s'arrête jamais. C'est Tu ça. sais, tu dis, mais c'est C'est ça, bah tu peux. cliffhanger, tous les 2 épisodes. J'ai cru Et devenir fou. il y a avec cette des série. parties de Ouais. Donjons et Dragons Ouais. qui durent depuis 40, 50 ans, les Je sais records. c'est pas, quoi ouais, je sais pas. Il y a des gars maintenant qui sont assez âgés, mais qui continuent à se réunir dans une cave pour continuer la même campagne qu'ils ont commencé il y a 40 ans. Et leurs Incroyable. personnages ont pris des levels et des levels et ont vécu une vie complète, quoi. Et pour rejoindre ce qu'il dit sur la métaphore des séries, c'est aussi ce qu'il y a quand on regarde une série, c'est on a envie de voir évoluer le personnage qu'on suit. Et on a envie que Michael Scofield il sorte son frère de prison, tu vois. Ouais, bien sûr. Et il va apprendre en prison et tout. Et ben c'est pareil. Il y a ce qui plaît beaucoup dans le jeu de rôle, c'est l'évolution de ton personnage. C'est comment tu l'as amené à un endroit et comment cette histoire l'a changé. Et donc quand tu joues en campagne, effectivement, chaque semaine, ton personnage va s'améliorer. Il va être plus fort, ou il va avoir plus de contacts, plus de relations. Il aura vécu plus de choses et ça s'appelle l'expérience. Les points d'expérience même dans certains jeux. D'accord. Et ça, c'est hyper important, je pense, dans le jeu de rôle. Et est-ce qu'il y a des un peu comme Milborn où tu as l'anti-crevaison ou t'as pas de limitation de vitesse? Ou est-ce qu'il y a- Ça dépend des jeux. Il y a des fois, Ouais. comme on disait, il y a 300 pages de règles et des fois, il y a des jeux. Ça, c'est un jeu que j'ai fait moi, tu vois, Ouais, ok, fais voir. que j'ai créé moi-même. C'est un dépliant. C'est un dépliant touristique. C'est bien pour commencer, non? C'est pas pour commencer. C'est justement. Même pour les confirmer, il y a tout ce qu'il faut D'accord. pour ok. passer Tu vois, comme des quoi, soirées hein. entières, même inventer une campagne. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans les gros bouquins, comme on voit là-bas dans le fond sur la cheminée, Ouais. c'est juste des jeux qui vont réinterpréter toutes les lois de la physique, tu vois, toutes les mécaniques de la vie, du style si je lâche un verre, il tombe par terre. Non. Et ben dans le jeu, il va te le prévoir en disant voilà, lancer tel dé, il va se passer telle chose de faire. Enfin, tu as tout qui est simulé. C'est ça qui fait que tu as des gros pavés. Après, il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui adorent ça. Nous, à la JDR Academy en tout cas, et surtout parce qu'on fait de l'actual play et qu'on se rend bien compte que c'est moins digeste ce genre de jeu, on essaie au fur et à écoutez, mesure d'alléger, donc jouer plus sur des jeux narratifs ou d'alléger les jeux un peu plus velus
pour qu'il soit narratif et qu'il soit fluide à écouter Mm. et qu'on n'ait pas besoin de jeter un dé juste pour savoir si on sait ouvrir une porte. Bien On sûr. part du principe que le gars sait le faire. Quoi. Alors c'est intéressant parce que justement j'ai été demandé dans ces conditions-là, comment vous faites pour que vos émissions, puisque aujourd'hui vous êtes aussi en format podcast, Mhm. comment vous faites pour que vos podcasts et vos jeux soient intéressants et auprès de quel public? Parce que si, voilà, l'idée c'est de faire découvrir JDR Academy, mais est-ce que vous cherchez plutôt un public pour écouter ou pour jouer par exemple? À la base, quand j'ai lancé le truc, c'était pour des débutants. D'accord. Et donc, il y avait le côté académie, on va apprendre à jouer au jeu de rôle ensemble et on va Ok. s'enregistrer, comme ça on pourra se réécouter et s'améliorer. Non, ça, il y a 10 ans, il faut le dire. Ça, c'était il y a 10 ans, ouais. Mhm. Et entre-temps, bah, les gens, ils apprennent. Donc, Ouais. ils s'appellent Académie, mais ils sont plus des débutants. Et du coup, bah, on accepte, on est porte ouverte sur bah, des gens qui veulent se lancer, qui découvrent ça via des actual play, via des streamers connus qui font du jeu de rôle. Et ben on les accueille, entre guillemets, toute proportion gardée, leur enseigner le jeu de D'accord, rôle, ouais, ok. comment bah, tu fais maître du jeu, comment tu vas faire du montage, parce qu'on pousse plus loin. On a envie aussi que Ah oui, bah, ils soient capables de produire leur propre. capable de produire, parce émission. qu'on estime que s'ils sont venus sur JDR Academy, c'est que non seulement ça leur a plu, de la partie en elle-même, mais aussi le produit final. Donc peut-être qu'ils ont envie aussi de faire pareil. Donc on est là aussi pour les accompagner sur de la création à la diffusion. Ça, c'est notre public, disons, pour jouer. D'accord. Après, pour écouter, on s'adresse, je pense, de plus en plus à des rôlistes, des joueurs de jeux de rôle confirmés, parce qu'on a tendance à partir vers des jeux que les gens connaissent pas. Donc on a être plus indépendant, avec moins de règles, plus de narratifs, ce qui n'est pas forcément la norme quand tu viens chercher du jeu de rôle. Après, et on le dit à chacun de nos podcasts, le plus important, c'est de, si le contenu vous a plu, c'est de le liker, de le commenter, de le partager, en faire parler un maximum autour de vous, Bien sûr. de manière à attirer de nouveaux publics. Pour nous, c'est de l'intérêt. Ce qu'on veut, c'est toucher le plus de personnes possible. Et on le précise, on n'est absolument pas rémunéré. Rien n'est monétisé dans ce C'est qu'on ça, fait. C'est on est- entièrement bénévole et pourtant, on y passe quelques heures. Et une autre manière de toucher de nouveaux publics, bah, c'est aussi de jouer sur des licences connues. Tu vois, par exemple, je vois qu'il y a Fallout là-bas sur la cheminée. Fallout est tiré d'un jeu vidéo qui est assez célèbre, qui date de 95, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a eu plusieurs itérations. Et là, il a reconnu un boom il n'y a pas longtemps, l'univers, puisqu'il y a une série qui est sortie l'année dernière. D'accord. Et donc le fait là, donc on a une partie qui est en cours, là, une campagne qui est en cours et qui va sortir pour novembre-décembre 2025. Le fait de sortir cette actual play là sur cet univers là, je pense va aussi nous amener des gens qui sont juste curieux C'est ça. de Fallout. Genre, j'ai vu la série, ça m'intéresse, je veux en savoir plus. Ils tombent là-dessus, ils disent tiens, une nouvelle aventure dans l'univers que j'ai aimé. Pourquoi pas écouter? Et peut-être que ça va nous faire gagner aussi du. Alors, vos podcasts, on les retrouve sur quelle plateforme et sous quel nom? JDR Academy, j'imagine. Sur YouTube, sur Ouais. Spotify. on est, à la toute base, on était un podcast audio. On est un podcast audio, donc sûr. on est sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. Et on est décliné aussi, on s'est mis sur YouTube aussi, avec moins de succès, mais parce que comme on montre pas nos visages, on Oui, fait bien que sûr. diffuser du podcast. Forcément, c'est moins. Ouais, c'est moins intéressant, puis les gens n'ont pas trop cette habitude d'écouter du podcast. C'est de l'audio sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a juste Ouais. une Ouais, vignette ouais, fixe ouais. avec de l'audio. Et puis Ouais. avec un spectrogramme, Ouais, bien c'est sûr, pas, ouais. pas très intéressant, même si on le fait quand même. C'est pour ça qu'on développe maintenant les lives, à la fois sur Twitch et YouTube. Là, on met des caméras, on affiche des images D'accord. qui changent en fonction du scénario, des cartes, des portraits de personnages. Et ça, c'est la tendance actuelle dans l'actuel play en France. On essaye de la suivre, mais moi, ce qui me plaît, enfin à titre perso, moi, c'est les podcasts audio. J'en consomme énormément. Oui. Et c'est pas trop envie que ça change en vrai. J'en écoutais un dans le Sur métro JDR Academy. en venant là, j'étais en train d'écouter d'une partie d'Alien oui, c'est ça que je veux dire. en anglais. Je suis constamment en train d'écouter également des actual play. Alors les nôtres, bien sûr. J'aime bien voir Et puis découvrir ce que les d'autres, autres, bien ce que sûr. les autres ont monté, mais également ce qui se fait dans les autres groupes de jeux de rôle et d'actual play. Et il y en a des célèbres en France. Alors, c'est amusant parce que on se connaît, on va appeler un chat, on se connaît via le réseau BNI, puisqu'on est tous les deux BNistes. Tout à fait. Et moi, ce qui m'a marqué chez toi très tôt, c'est que tu avais un talent
que j'ai cru inné pour l'animation, pour rebondir, pour écouter ce que disent les gens. Et ça, je suis très sensible à ça parce que souvent les gens parlent et n'écoutent pas, soit parce que c'est pas dans la nature, soit parce que c'est difficile. Et ils n'ont pas cette capacité d'improvisation. Et toi, depuis que tu animes le BNI, et depuis le début, j'ai noté ça. Et j'ai te demandé, est-ce que tu penses que ça vient aussi du JDR et est-ce que ça développe de telle qualité? Non, parce que j'ai commencé déjà comme ça, étant jeune. Il était comme ça étant jeune. Non, j'ai commencé le JDR grâce à toi. Alors, pour faire l'historique rapidement, moi, le JDR, j'ai découvert très très petit, une petite portion du JDR qui s'appelait Les livres dont vous êtes le héros. J'avais 10-12 ans, je lisais ça et je faisais du JDR sans savoir que j'en faisais, tu vois. Un peu comme Monsieur Jourdain. Et plus tard, adolescent, j'ai joué à des jeux vidéo et donc à des jeux de rôle sur jeux vidéo. C'est une catégorie de jeux vidéo, le jeu de rôle. C'est pareil, c'était du jeu de rôle sans le savoir, il n'y avait pas forcément d'actual play. Et c'est en fac que Mathieu m'a introduit à Spycraft, donc qui était un jeu univers espionnage. James Bond, Mission Impossible. Type James Bond. Et voilà, et j'ai trouvé ça fun et on a joué, et on jouait toutes les semaines, tous les 15 jours, je ne sais plus. Et je me suis pris au jeu. Mais tu sais que tu as cassé mon effet, parce que là je voulais dire, ça développe les qualités, des qualités, mais c'est intéressant parce que. Tu as totalement raison. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu es bon dans ce rôle-là, par exemple? C'est plutôt ça en fait. Je ne sais pas, mais c'est ça qui fait que moi. Pour l'avoir écouté, franchement, oui. C'est ça qui fait. Je te remercie. C'est ça qui fait que moi j'aime et que je recherche ça. Ce qui m'intéresse moi dans le jeu de rôle, quand je suis joueur en tout cas, c'est le roleplay. C'est-à-dire que je veux être dans un personnage et ne penser que à travers ses yeux, sa façon de penser et ne rien avoir qui me sorte de ça. C'est ce que moi je recherche, mais parce que, comme tu le disais, je suis à l'aise et assez volubile et voilà. Et donc l'impro, je la travaille comme ça. Un joli pseudo, c'est volubile. En deux mots, c'est volubile. Mais alors aussi, pour rebondir dessus, tu as totalement raison, parce que tout le monde n'est pas comme Spider-Go. Il y a des gens qui sont très timides, qui sont pas à l'aise à prendre la parole en public, ce genre de choses. Et ça peut les aider. Mais bien sûr, c'est justement... On a un exemple. On a un copain qui n'est pas très à l'aise quand il faut prendre la parole, mais s'il joue un personnage dans un univers, et si le personnage c'est le roi de quelque chose, mais là il va prendre la parole, il va pas bégayer, il va avoir une prestance, voilà, il va être transcendé. En fait, ça te fait travailler, puis même pour moi, vaincre ta timidité, te faire sortir des sentiers battus, parce que jouer à un jeu de rôle, en fait, c'est donc ne pas te jouer toi-même. Je pense que c'est des vrais cours de théâtre, le jeu de rôle. On en avait déjà parlé ensemble tous les deux. Moi, je me rends compte, et je crois que toi, tu faisais aussi un peu, c'est que je suis pourtant tout seul devant mon micro quand on joue, puisqu'on n'a pas de caméra en général, donc on est à l'audio, et je parle avec les autres. Mais si dans ma situation, j'empoigne quelqu'un, je ne vais pas juste dire, je vais pas juste balancer ma phrase, je vais réellement empoigner quelqu'un. Et même souvent, ce que je fais, c'est que on a quand même ce qu'on appelle un VTT, nouveau point de vocabulaire, Virtual Tabletop, donc une aide, en fait, comme un plateau de jeu virtuel sur notre écran, où on va pouvoir mettre des photos, des lieux, des gens. Et donc souvent, si Mathieu est maître du jeu et qu'il me dit, voilà, telle personne te fait ça, et que j'ai la photo de la personne, je vais zoomer dessus pour vraiment la regarder de près sur mon écran, et je vais mimer que je l'empoigne ou mimer que je la menace avec une arme, comme ça. Et ça m'aide à interpréter mon personnage. Et je pense que si j'avais une caméra et que je me regardais, je me prendrais comme pour un fou. Parce que je fais plein de gestes devant mon écran tout seul, mais moi, ça m'aide à être dedans. C'est indispensable. Moi, quand je fais du phoning au téléphone, je m'aide beaucoup du corps. Parce que c'est par là que passent les émotions et la voix c'est traduit et trahit les émotions. Je suis d'accord. Ce que je dis souvent là, c'est qu'il faut, même si tu es tout seul chez toi et ton personnage est souriant, faut sourire. Bien sûr. Parce que le sourire s'entend à l'audio. C'est clair. Est-ce qu'il y a des stars dans l'univers du JDR? Il y en a. Il y a nous deux déjà. Par vous évidemment. Aussi en France, il y a des actual play qui fonctionnent très bien. Donc il y a un qui s'appelle Game of Roll. Avec Mister MV et Fibrotique qui sont plutôt connus dans le milieu. Il y a La Bonne Auberge avec Lucien Men. Il y a Lucien Men, Méniel. Donc ça, on te parle de gens qui ont un décor. Ils sont un peu comme nous là. Ils ont un décor d'auberge ou un écran qui diffuse les lieux ou qui visitent dans leur histoire. Ils sont tous autour d'une table, parfois costumés. Roll and Play aussi. Roll and Play, c'est que des comédiens, les joueurs. Donc ils ont... Là, tu vois, ils peuvent jouer des rôles, ils peuvent jouer le Seigneur des Anneaux, y être, et puis ils ont tous ces réflexes de comédien que forcément tu n'as pas quand tu es un simple joueur. Et c'est plutôt cool. Et alors, ça se prépare, un jeu de rôle? C'est-à-dire que je sais que je vais jouer tel rôle et je vais aller chercher des infos, des expressions, je vais me renseigner si c'est une époque.
Enfin, tu vois, si tu me dis t'es au Moyen-Âge, je suis incapable, moi, de savoir ce qui se passe au Moyen-Âge, ce qui existait, n'existait Ouais. pas. On fait pas de l'historique. Et après, il y a des jeux de rôle qui sont historiques, donc Ouais. tu es censé respecter l'histoire. Ouais. Quand on dit Donjons et Dragons, peu importe de respecter Ouais. l'historique. Tu sais qu'il y a des chevaliers, des magiciens et des D'accord. dragons et des rois, tu vois, ça suffit. Mm. Mais tu peux pousser le vice. Souvent, ça vient au fur et à mesure des parties, parce que tu te dis, je vais de nouveau incarner ce personnage. Là, je m'étais bloqué sur le fait que mon arme elle s'appelle comme ci ou comme ça, tu vois. Tu vas t'amuser à te renseigner si tu te prends au jeu. Mais en vrai, moi j'aime beaucoup. On tire ton personnage de façon aléatoire au début. Donc c'est même en t'installant à la table, tu sais pas ce que tu vas faire. Mhm. Et tu vas devoir, en racontant l'histoire, imaginer le passé de ton personnage. Ah, en fait, ouais, je joue un voleur. Bah, peut-être que je peux me mettre à boiter parce que je me suis fait tirer dessus dans un coup précédent. Et tout ça, ça devient spontanément en fait. Et ouais, ça, c'est Et alors, les meilleurs moments. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution, mais qu'est-ce qui fait qu'une partie est terminée, même si c'est un épisode d'une série, d'une campagne, comme tu as dit qu'est-ce qui fait que tu dis, au bout de 2h30 ou 2h15, c'est fini? Alors, la session du jour, elle est terminée, effectivement, Ouais. parce qu'on s'était dit, on joue de telle heure à telle heure, D'accord. et qu'on a tous un travail, on a tous des Malheureusement. enfants, enfin, la plupart ont des Heureusement, enfants, en tout cas, voilà, des occupations. Et donc, on joue, notre format, c'est plutôt le soir, sur des parties de 2 à 3 heures. Ok. Donc, ce qui veut dire que, arrivé à une certaine heure, moi, je me lève tôt le lendemain, donc Faut j'ai que besoin ouais. qu'on s'arrête. Donc, Mm. l'arrêt, on le fait comme ça, et donc, c'est au MJ d'essayer de Se couper souvenir. sur un cliffhanger Ouais. pour que ce soit intéressant, sans que ça baisse complètement la scène. Donc, Revenir la semaine prochaine. c'est quoi. ça. Et après, quand est-ce qu'on décide que la campagne s'arrête? Alors ça, c'est une sorte de mood général. C'est-à-dire c'est soit le MJ a prévu son scénar qui va du point A à point B et voilà, vous avez battu le boss final, c'est fini. Ou des fois, c'est juste parce que est-ce que vous avez encore envie d'incarner votre personnage un petit peu? Ok, on en refait une partie de plus. Je vais vous créer une nouvelle embûche et on est reparti. C'est d'un commun accord finalement. Alors Mathieu, si tu es d'accord, est-ce que tu serais en mesure en quelques minutes de nous présenter ton jeu et que l'on puisse un peu entrer dans le vif du sujet et comprendre un peu comment tu crées un jeu et quelles sont les règles et qu'est-ce qu'il y a Ok. à faire? Alors ça, c'est un jeu qui s'appelle Horror Academy. Donc c'est fait pour jouer des histoires d'horreur. Donc généralement en une fois, parce que les histoires d'horreur, ça finit mal. Donc en une soirée. C'est comme là, une histoire mon- d'amour. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a plein de jeux donc, pour faire des films d'horreur, des histoires d'horreur, que je trouvais un peu de complexes, avec beaucoup de règles, beaucoup de statistiques, pour pas grand-chose, parce qu'au final, il faut courir et se cacher, tu vois. Enfin, Mhm. évidemment, je caricature. Et donc, mon idée, c'était de faire un jeu minimaliste, donc où il n'y a que quatre grandes caractéristiques, avec un système basé sur l'improvisation. Donc, en gros, quand tu fais quelque chose, tu essaies de te cacher du tueur, ce sera oui, tu réussis, oui, mais il y a une complication, et ou non, tu ne réussis pas à te cacher. Et ça, c'est des règles de l'improvisation, en fait. Ça vient Ouais, tout simplement de ouais. l'improvisation. Et là-dessus, j'ai eu cette idée-là pour raconter mes histoires d'horreur que j'avais envie. J'ai rajouté ce que j'ai appelé des cris, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeux comme ça, dont un des plus connus qui s'appelle L'Appel de Cthulhu, donc qui est basé sur les écrits de Lovecraft. Ok. Si tu as déjà entendu Oui, parler bien de ces sûr. histoires Ouais, fantastiques. ouais. Les personnages deviennent fous. Mhm. Et donc, il y a des points pour devenir fou. Donc là, j'ai un peu remplacé ça par des tables aléatoires. Donc, tu deviens fou, mais tu lances ton dé, puis ça te dit, ah ouais, tu deviens fou parce que, en fait, tu viens de perdre ta main ou tu viens de te rappeler d'un traumatisme de ton enfance. Donc, suivant le résultat du dé, ça te dit quelle folie tu viens de débloquer. C'est ça. Ou quel dommage physique. Tu as pris tellement de points de vie que clairement tu es brisé. Ok, lance un dé. Et tu es aveugle. Donc à toi de jouer comment tes yeux se finissent par crever et le reste de la partie tu le joueras aveugle. Ou tu as perdu un membre. Enfin, Quand tu finis aveugle, tu fermes les yeux par exemple ou, tu pourrais pour interpréter Non, mais le jeu. sérieux, ouais. Et à dire sur Horror Academy, et donc là on parle aux viewers qui vont voir cette vidéo, logiquement sera diffusée fin octobre pour Halloween finalement. Une partie qui utilise Qui fait ce jeu, ce moteur, où tu es joueur et que j'ai pu moi masteriser, donc j'étais MJ sur cette partie, sur le thème des trois petits cochons, donc une revisite des trois petits cochons, mais version horreur. Et, C'est pas mal horrible, hein, de te faire et- bouffer par un loup, excuse-moi. Non, pas, oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il dit, c'est qu'avec ce jeu-là, en théorie, tu n'as pas d'univers préconçu. Tu peux faire ce que tu veux, refaire tes films d'horreur préférés, par exemple. C'était ça mon objectif avec ce petit livret. Et c'était surtout de le diffuser gratuitement. En fait, c'est ça l'idée. Le jeu, il est gratuit, là, je te le donne. Tu vois. où est-ce qu'on peut le trouver du coup Et donc, on a une page qui s'appelle Itch. Donc, c'est dans le milieu du jeu de rôle, il y a souvent ça, pour les créateurs indépendants. C'est un site internet où on entrepose tous nos scénarios, tous nos jeux, itch.io. itch.io, voilà, JDR Academy. Et on peut parce que c'est pas le premier en fait. On en a fait plusieurs et puis on s'améliore à chaque fois.
Parce qu'évidemment, on en lit beaucoup, on les teste, on retravaille. Et là, il y a une sorte arriver à une sorte d'épure tu vois, du jeu pour tenir sur un dépliant comme ça, quoi. D'accord. Et après, on s'entoure, c'est ça qui est génial aussi avec la JDR Academy et le jeu de rôle, on rencontre plein de gens, on rencontre des imprimeurs professionnels qui nous font ce genre de choses, des gars qui savent faire de la mise en page, des gars qui ont déjà fait beaucoup de jeux, qui te donnent des conseils de game design. En fait, ça devient très très stimulant, et c'est ce que je me rends compte avec les années, avec la JDR Academy, c'est que chaque année, tu rencontres des gens, là, je peux dire que j'ai des amis qui habitent en Belgique, au Canada, que j'ai jamais vu en vrai, tu vois, et qui vont nous filer des coups de main sur plein de projets parce qu'ils aiment notre émission. Je vais poser la question un petit peu sur l'actualité de la JDR Academy, puisque d'abord la question que je voulais vous poser, c'était sur quel support vous développez. Alors ça en fait partie, mais le podcast, est-ce que vous allez faire des représentations, des événements? Est-ce que vous allez quels sont un petit peu les outils de diffusion sur lesquels on peut vous retrouver? On le disait tout à l'heure, donc on est diffusé sur toutes les plateformes de podcast. Donc en tapant JDR Academy, logiquement vous pouvez trouver notre flux. Académie Quincé, tout à fait. Donc voilà, vous pouvez nous trouver facilement. Et au pire des cas sur YouTube, si vous n'avez pas l'appli de podcast sur YouTube, tout le monde y a accès. Et en physique, donc il peut nous arriver de faire des salons. Et là, la JDR Academy sera présent au salon Octogone 2025. C'est quoi le salon Octogone? Donc c'est à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et c'est chaque année depuis 10 ans, je crois. Il y a un festival de jeux au sens large, donc jeux de société. Et il y a toute une partie jeux de rôle qui est immense. C'est le plus gros festival jeux de rôle en France. D'accord. Où tous les éditeurs de jeux viennent présenter leurs jeux. Tous les amateurs qui, comme moi, écrivent des jeux viennent présenter leurs jeux. Tous les podcasts, les chaînes YouTube d'Actual Play sont présentes pour faire de la promotion, tout simplement, faire découvrir leurs émissions. Il y a des débats qui sont organisés sur scène, des parties en public, tout un tas de choses. Et c'est l'événement à ne pas rater quand tu fais du jeu de rôle. Et surtout quand nous, on fait de l'Actual Play, il faut vraiment... En tout cas, il sera présent. Et donc, le jeu... Le jeu Aurore Academy, il sera. Oui, donc on aura un stand. Voilà, c'est ça. J'ai pas fini. Effectivement, on aura un stand pour offrir le jeu à tous ceux qui viennent nous voir, offrir des badges. Tiens, d'ailleurs, Denis, je t'offre un badge. Merci. On va donner des badges et surtout discuter avec nous. Surtout discuter avec nous et rencontrer, parce que c'est ça qui est. En fait, là, on parle de tout ça depuis le début, mais le jeu de rôle, c'est quand même une niche en France. Il n'y a pas non plus 1 million de joueurs, tu vois. Alors, c'est une question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a une économie, un modèle économique du jeu de rôle? C'est une question intéressante. Vous avez dit que vous faites tout bénévolement, mais il y a des éditeurs. Est-ce qu'il y a des éditeurs spécifiques ou c'est juste une branche de, Non, il y a quelques gros éditeurs qui arrivent à vivre du jeu de rôle toute l'année. Il y a aussi beaucoup d'éditeurs qui se lancent et qui ont besoin des financements participatifs. Donc, il y a toute une actualité sur le jeu de rôle, sur les Ulule, Kickstarter, Game on Tabletop, qui sont des plateformes de soutien participatif. Et souvent, les jeux se lancent comme ça. Tu vois, ils ont besoin d'un apport financier ça marche un peu comme des préventes, en fait. Je te promets d'acheter ton jeu. Du coup, je vais pouvoir prendre le temps de l'éditer correctement et de le diffuser et après le mettre en boutique. Mais cette économie du financement participatif est hyper présente dans le jeu de rôle, je trouve. Parce qu'il n'y a pas assez on n'est pas aux États-Unis, il n'y a pas assez d'éditeurs pour investir poids lourds, quoi, pour investir énormément des jeux comme un éditeur de romans classique le ferait. Tu dis qu'il y a 1 million de joueurs, comme si quand on voit la qualité des impressions, il y a quand même des éditeurs qui sortent de gros jeux, et des éditeurs qui misent lourd, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des licences pour produire un jeu sur cette licence, pour surfer sur la vibe de la licence en ce moment. Donc il y a quand même une économie de ce côté-là. Par contre, du côté des producteurs de contenu comme nous, les créateurs de contenu, il y en a très peu qui vivent de ça. C'est ça. Ceux qui vont pouvoir en vivre, souvent, c'est 2 sources de revenus. C'est soit parce qu'ils font assez de vues sur des plateformes payantes ou des plateformes qui pay-per-view. Donc, du coup, avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues chaque semaine, ils arrivent à avoir une rémunération. Mais ça veut dire derrière que leurs vidéos sont monétisées et que donc, ça doit coller à certaines règles. Et puis, il y a aussi... pareil, pour ceux qui sont assez connus, pour qui c'est intéressant de le faire, des fois des opérations commerciales, ou du merch. soit du merchandising, comme tu dis. Il y a aussi
des entreprises qui financent en fait pour avoir une publicité, tu vois, au début de l'émission, parce que l'émission est beaucoup regardée, donc la publicité sera beaucoup regardée, tout simplement. Tu disais en France, c'est à peu près 1 million de personnes qui jouent à au jeu de rôle. Non, vraiment, j'en ai aucune idée. Je pourrais Moi, pas j'ai te- pas la statistique. mais- Non, on n'est pas des millions. C'est-à-dire que ça reste un marché de niche. D'accord. On est Ok. très loin du jeu vidéo et même du jeu de société. D'accord. Mais néanmoins. Et puis ouais, en fait, c'est surtout que depuis quelques années, ça explose vraiment le jeu de rôle. Il y a plein de gens qui se lancent, plus en plus de joueurs, beaucoup de gens qui disent où est-ce que qui parlent sur Facebook, sur des groupes dédiés, qui disent j'aimerais jouer, comment je fais. Et il y a toute cette visibilité. Après, c'est pas pour tout le monde. En fait, ça plaît beaucoup. Vu de l'extérieur, ça plaît beaucoup. Une fois que tu es dedans, tu peux te rendre compte que c'est pas pour toi, tu vois. D'accord. T'es peut-être plus. C'est pas parce que tu aimes le Monopoly, en exagérant, que tu peux aimer le jeu de rôle. Ça n'a absolument rien à voir. Non, c'est clair. Et ben, par contre, il y a du jeu de rôle pour tout le monde. C'est-à-dire que Ouais. on peut jouer donc à massacrer des 3 petits cochons sur Horror Academy. On peut jouer dans des mondes post-apocalyptiques avec des mutants comme dans Fallout. Ouais. Mais on peut aussi jouer à Mon Petit Poney. Ouais, il y a toute une partie pour les enfants, effectivement, et il a raison, qui est en train aussi de se développer. Il y a des jeux de rôle pour enfants, quoi. Oui, Et on s'est même, nous, amusé sur la JDR Academy à faire un actual play, donc une partie enregistrée, avec des enfants pour tester un jeu pour enfants. Donc, mon fils de 8 ans faisait partie Voilà, des joueurs. Son fils jouait, quoi. Et donc, on a des voix d'enfants qui C'est super, jouent au ça. jeu. Ouais. Et puis, tu les sens. Ils ont une façon complètement différente de nous de jouer, ouais, c'est ça, génial. ouais, Pourquoi Qu'est-ce ils ont la naïveté du Ouais, truc, ouais. enfin, et puis c'est des enfants, donc forcément, Oui, ils ils vont. sont dans 100%. Quoi. Ils réfléchissent puis- pas comme nous. Et puis eux, c'est clairement, alors c'est peut-être dû aux jeux vidéo d'aujourd'hui ou ce qu'on a sur téléphone, où tu as toujours un appel du gain, du price, tu vois. Et donc eux, ils font énormément ce qu'on appelle du loot, c'est-à-dire que dès qu'ils voient quelqu'un, ils vont vouloir le taper pour lui faire les poches. et là, dans le jeu de rôle, ça se ressentait. Ah, comme dans les jeux vidéo. Le MJ avait tendance à dire mais ouais. non mais cette personne là essaie de vous parler et tout. Ouais non c'est bon, on lui cogne dessus et puis une fois qu'il est par terre on lui fait les poches. Est-ce que je trouve quelque chose? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Il y a une volonté comme ça d'amasser un tas d'or Énorme. et du coup c'était Ouais, et puis ils Le- apprennent aussi. c'était pas le même roleplay que nous mais ils jouaient tous des barbares finalement et c'était assez marrant. En fait, puisque quand tu débutes aussi, même nous à l'époque, quand Ouais. j'avais 15 ans, tu as tendance à jouer un peu à la facilité. Tu dis, ouais, je vais être le plus fort, je vais taper plus fort. Mais... Ton premier personnage c'est toujours Voilà. un gros Et build. quand plus tu joues, plus tu te rends compte que l'intérêt, c'est pas le moment où tu tapes l'adversaire. L'intérêt, c'est Ouais. tout ce qui vient avant, la discussion sûr, avant avec sûr. tes camarades. Bien sûr. Sinon, Et les enfants, plus ils jouent, plus ils vont se rendre compte de ça. Hein. Bien sûr. Mais le Et, fait qu'ils aient le virus tôt ça fait qu'ils vont développer ces C'est ça. réflexes-là ouais, plus puis on tard. va avoir tendance à prendre plaisir à inventer, à créer, à imaginer. Ah bah oui. Est-ce que à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, je sais pas, il y a un autre marché, plus de joueurs, ou est-ce que c'est à peu près ça reste un marché de niche Aux États-Unis, il y a beaucoup de tables qui ont la taille et même plus, mais qui font de la production comme le font La Bonne Auberge ou Game Ouais. of Roll. Exactement. C'est-à-dire avec un studio, avec des gens qui ont des niveaux de comédiens, Ok, ouais. qui parfois viennent avec des costumes. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup et je me suis abonné à aucun. J'en écoute aussi en podcast, mais en vidéo, je me suis abonné à aucun. J'ai jamais suivi de campagne entière, mais des fois, je prends des petits morceaux comme ça et on se les partage d'ailleurs, toi et moi, des Les fois sur publics, Instagram. Ouais. Mais ouais, shorts il y a- et des trucs comme ça. les gars jouent de manière folle. Ils sont, Mais ils sont. Alors, parce qu'il y a déjà, c'est plus grand, il y a plus de joueurs. Ça a été créé là-bas, le Donjons et Dragons. D'accord. Et il y a une culture qui est forcément. En France, en fait, dans les années 90, le jeu de rôle, ça a eu une très mauvaise presse. Parce qu'il y avait l'histoire de Mireille Dumas, qui est super connue dans le milieu du jeu de rôle en France. Mireille Dumas elle faisait une émission dans les années 90. Il y avait une histoire de cimetière profané et les coupables étaient des joueurs de jeux de rôle. Et du coup, amalgame. l'émission, Mireille Dumas en particulier, a dit regardez, le jeu de rôle que font vos enfants, ça amène à profaner des tombes. C'est Du bien, coup, super. Du coup, il y a des clubs de jeux de rôle qui existaient dans les lycées qui ont fermé. Il y a des livres qui ont été les parents qui sont allés les récupérer pour les balancer. Enfin, il y a toutes sortes de. Une sorte de chasse Ouais, aux sorcières. ouais, de jeux de exactement, rôle. c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, il y a tous les éditeurs qui se lançaient parce qu'ils voyaient un potentiel, ont périclité. Heureusement, ils ont trouvé le jeu de cartes Magic après qu'ils ont relancé. Et là, ça, à partir de fin 2010, et puis jusqu'à maintenant, ça fait que remonter. Et puis c'est à bonne presse. Et on en parle dans les grands médias. Libération fait des articles sur le jeu de rôle. Mais dans les années 90, il y avait ça. Il y a eu ça. Ce que n'a pas eu aux États-Unis, ou peut-être dans des proportions moins grandes. Du coup, il y a eu cette culture. Il y a même eu des films Donjons et Dragons. Enfin, il
Là-bas, c'est quand même autre chose que pense chez nous, quoi. Ce qui aide beaucoup historiquement aussi, c'est la dédiabolisation du jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo a connu la même Aussi. chose Ouais, voilà. plus tard. Donc après le jeu de rôle, a eu ce type de critique. On les a toutes entendues dans les 90-2000. Voilà. Dès qu'il y avait un tueur quelconque qui était adolescent, on disait oui, mais regardez, il joue à Half-Life, il joue à GTA, ses jeux sont violents, il joue. Ça lui a transformé son esprit et c'est pour ça qu'il est comme ça. Donc on a entendu tout ça. Puis le jeu vidéo a remonté. Mine de rien, on est tous joueurs. Même toi, Denis, je suis sûr que tu as une petite appli sur ton téléphone, un truc qui permet d'attendre aux toilettes. Je te jure que non. T'as pas un seul jeu vidéo? Pas un seul, mais vraiment pas. Ok. Quand il est aux toilettes, il est vraiment aux toilettes. T'as bien fait un démineur ou deux sur ton PC à l'époque? Jamais. Non. T'es Il a pas le temps. one in a Denis, il million, bosse tout le Denis, temps, t'es rare. Et j'ai compris que j'aime le réel et j'ai du mal à faire quelque chose qui n'a pas d'impact dans ma vie. Mais en fait, ce que j'ai compris en écoutant vos émissions, votre podcast, c'est que ça crée, ça suscite l'imaginaire et ça suscite la créativité. Et finalement, peut-être que c'est aussi un point faible chez moi, c'est de ne pas être capable de me projeter dans un autre imaginaire. Donc ça m'a interrogé sur pourquoi je ne joue pas aux jeux vidéo et qu'est-ce que je pourrais trouver. Je me dis, ouais, il y a quand même des qualités qui sont pour moi importantes, la créativité, l'imagination, le fait de l'improvisation. Et j'ai trouvé ça dans ce que j'ai écouté. Donc c'est vrai que c'est des qualités que je n'avais pas du tout anticipées. Mais je te promets, il n'y a pas de jeu dans mon téléphone. Bon, ok. Mais en tout cas, la diabolisation et la dédiabolisation très rapide du jeu vidéo sur quelques années fait qu'aujourd'hui, le jeu de rôle peut enquiller et sortir un peu de l'ornière. Non, mais en plus, on donne une mauvaise image parce que là, on parle beaucoup du conflit, depuis tout à l'heure, là, ou de se battre, mais il y a toute une tendance jeu de rôle aussi, C'est ce que j'allais dire. où tu joues la gestion d'un bed and breakfast, par exemple. Et tu vas recevoir des clients, et du coup, c'est plus. C'est fun. En fait, tu te dis que ça va pas être fun, et en fait, le fait de le jouer, de te retrouver confronté. Imagine, tu tiens un bed and breakfast et puis tu as un client récalcitrant. Ça t'apprend des choses comme ça, mais en même temps, le fait de te mettre aussi un rôle que tu n'as pas toi dans la vraie vie, tu n'es pas obligé d'être un chevalier en fait pour sortir de toi, quoi, tout simplement. C'est un quoi. échappatoire de quelques heures le soir. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que dans quasiment tous les jeux maintenant, il y a ce qu'on appelle, et on les définit ensemble, joueurs et MJ, les lignes et les voiles. C'est-à-dire les sujets. On fait un tour de table. Dites-moi quels sont les sujets qui pour vous sont red flag, il ne faut absolument pas qu'on les aborde. Okay. Et dites-moi quels sont les sujets que vous aimeriez qu'on évite ou qu'on n'aille pas trop loin. Pour des raisons éthiques ou pour des raisons... T'es arachnophobe. Ouais. T'es arachnophobe et tu dis voilà, moi je mets une ligne à ce point-là. Il est hors de question que tu me fasses rencontrer des araignées. Je veux pas me battre contre des araignées géantes. Je veux pas qu'il y ait d'araignées. Sinon, moi en tant que joueur, derrière mon écran, je vais me sentir mal et je vais avoir des sueurs froides. Et puis d'autres vont dire, et donc des sujets qui sont plus prégnants, je veux pas de viol, je veux pas de violence sur les enfants, je veux pas de sexisme, pas de racisme. Donc des fois, chacun pose ses lignes en disant moi je veux que ce soit pas du tout évoqué, d'autres qui disent je veux bien que ce soit évoqué, mais je veux à tout prix pas ni l'incarner ni le subir. Okay. Et voilà, et ça on se met d'accord ensemble, c'est un pacte qu'on prend ensemble avant la partie qui est assez important pour que tout le monde se sente bien, parce que encore une fois on joue nos personnages. Et si moi, mon personnage est un violeur et qu'il y a une scène qui m'amène dans ce sens-là, je peux décrire une scène qui va peut-être choquer quelqu'un qui est en train d'écouter de l'autre côté de la table. Donc il est bon qu'on en ait parlé avant. En fait, il y a quelque chose, il met un point sur quelque chose qui est très très important dans le jeu de rôle, c'est le contrat social. C'est-à-dire qu'autour de la table, il faut qu'on arrive à se mettre sur la même longueur d'onde. Donc, nous, ça passe par les lignes et les voix dont il parle, mais c'est aussi sur l'accord. Mettons-nous d'accord sur ce qu'on va jouer, en fait. C'est-à-dire que là, j'aimerais bien que ce soit qu'on rigole ce soir, ou au contraire, je veux que ce soit très sérieux. Je veux qu'on suscite de la peur à l'auditeur, donc il faut que tout le monde se mette sur le même registre en fait. C'est comme quand tu as une pièce de théâtre ou un film, s'il y en a qui surjoue et l'autre qui sous-joue, ça va pas fonctionner. Donc c'est à la fois dans ce qu'on va raconter, comment on va le raconter et surtout avec qui on va le raconter. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le contrat social et qu'on se mette bien d'accord tous ensemble, sinon la partie fonctionne pas en fait. Après, j'ai tendance à dire, si tu joues à un jeu qui s'appelle Horreur, tu vas pas non plus, tu t'attends pas des bisounours, à des trucs des bisounours. Donc, il faut être aussi avoir conscience de ce que tu achètes, et ce que tu proposes, et ce que les gens acceptent de venir jouer avec toi. Si tu leur as vendu les bronzés fonds du ski et que d'un coup il y a des scènes de torture, ils vont pas comprendre. Il faut être cohérent avec la table et le jeu que tu pratiques évidemment. Riley, Spider-Gros, l'heure est cruciale. Je vais vous demander de décrire en quelques mots, chacun votre tour, ce qui pourrait amener des néophytes, des gens qui vous découvrent ou qui s'intéressent depuis peu au jeu de rôle, à rejoindre la JDR Academy, soit comme joueur, soit comme auditeur.
Si vous avez envie d'écouter des histoires intéressantes, palpitantes, parfois marrantes, parfois horribles, qui sont montées avec qualité, rejoignez-nous en tant qu'auditeur. Et si l'audition de ces contenus vous plaît, vous pouvez à tout moment rejoindre le Discord de la JDR Academy et nous rejoindre en tant que joueur. On propose régulièrement des parties, vous pouvez vous inscrire. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même proposer vous-même des parties et devenir MJ, voire monteur. La porte est absolument ouverte. D'accord, c'est un univers très ouvert, aussi bien comme Infini. auditeur que comme participant. Riley? Et moi, je dirais que en tant qu'auditeur, écouter des actual plays, ce qu'on fait, ça te donne déjà une autre vision d'un divertissement. C'est pas un film préécrit, c'est pas un livre audio préécrit. C'est justement ça qui va apporter de la surprise, c'est que c'est des gens comme vous et moi qui vont jouer et ils vont avoir des idées auxquelles on n'aura pas pensé. Mhm. Et je trouve ça beaucoup plus fun d'être surpris, en fait, d'écouter des choses comme ça, tu vois. Ça m'a fait rire quand c'est toi que j'ai entendu dans je crois que tu étais magasinier où tu avais un rôle Oui. et tu voulais prendre tout le temps des initiatives et le MJ te disait c'est pas les décisions que tu prends, mais je sens que tu jouais border pour aller Attention, c'est ouais. pas le MJ qui lui dit. Ouais. Le C'est MJ le prend personnage le rôle de du son chef. du chef de pont, Ah, c'était ça, ok. qui lui, Ouais. du coup, le prend entre quatre yeux en disant dis donc, tu as pris la confiance. Parce que C'était moi, en ça, tant qu'MJ, je d'accord. me disais tiens, il est temps de le recadrer parce qu'il est en train Ouais, oui, de dépasser de son rôle. Ouais. Mais je l'ai pas fait en tant que MJ, je l'ai pas fait en tant que Johan, je l'ai fait Ok. en tant que le personnage que j'ai décidé d'incarner Incarné. et qui est venu de parler. Et du coup, d'ailleurs, ça a donné un échange plutôt sympa. Ah ouais, où c'était c'est toi- rigolo. Ouais. C'est toi qui as Ouais. gagné cette joute verbale. Ouais. Mais voilà, il était important que dans l'univers, cette personne-là ne parle pas de cette manière-là sans être recadrée à un moment. Donc ça s'est fait comme ça. Ça arrive qu'il y ait des disputes, que quelqu'un le prenne une critique à titre perso, parce on sait tous arrive. qu'on peut confondre la réalité et le jeu, que dans le jeu. Ça arrive. Alors, Ouais. pas au point de confondre la réalité et le jeu, même si certains peuvent prendre. Et ça m'est déjà Tu arrivé peux te aussi. vexer, hein, tout Oui, simplement. tout à fait, ouais, D'avoir bien sûr, bien sûr. un autre joueur sur la table qui joue tellement bien, il est tellement dans son rôle que quand il te balance des pics, tu as tendance à les prendre un peu personnels. C'est génial. Et ça m'est déjà arrivé après de débriefer par message privé avec la personne en disant on est d'accord que tout est OK entre nous. Ouais, t'inquiète T'es pas. obligé de métacommuniquer pour lui dire c'est pas moi, Johan, que t'as attaqué. Ah, C'est énorme. Ouais, parce que tu as une part de doute parce que tu étais pris dedans et que tu as pris les choses T'imagines directement. le joueur de théâtre qui appelle son partenaire ou sa partenaire à 2h du mat en lui disant Mais quand c'est- tu m'as traité de salaud, c'était pas C'était- réel. ouais, C'est- bah ouais, mais c'est déjà arrivé. La frontière est tenue. C'est déjà arrivé. Il y a des acteurs qui ne sortent pas de leur rôle même quand la caméra est Oui, coupée. c'est vrai. Pour continuer, s'ils doivent jouer un bâtard, ils vont jouer un bâtard constamment pour mettre les autres dans le malaise et que ce soit perceptible sur le plateau une fois que la caméra tourne. Et puis toutes les histoires d'amour qu'il y a entre stars de cinéma, t'en as beaucoup qui naissent parce Oui, qu'il parce y a qu'il- une confusion de ce qui se passe devant la caméra et ce qui se passe en dehors. Il y a aussi C'est des. intéressant. Et l'autre partie qui peut amener à des situations compliquées, c'est quand quelqu'un, ce que je disais tout à l'heure, ne respecte pas le contrat social, qui n'est pas sur la même longueur d'onde que les autres, et qui du coup va se mettre plus en avant que les autres joueurs, va ne pas écouter. C'est que j'aime pas du tout ça. C'est quand tu n'écoutes pas les autres, en fait. On joue au Oui, même bien jeu sûr, à mais ça, 4 ou 5. On construit ensemble. Donc ouais, on construit une histoire ensemble. Donc s'il y en a un qui veut prendre la lumière, va prendre toute la place, c'est au détriment du reste de la table et c'est pas intéressant non plus. C'est pas, ça demande à être recadré après la partie parce que souvent ce qu'on fait, c'est on fait un débrief en fait après chaque partie. C'est est-ce que ça vous a plu déjà, est-ce que vous êtes amusé, Hors micro. voilà, hors micro ou même des fois on enregistre aussi. Ça peut être aussi intéressant pour l'auditeur Bien sûr. d'entendre certaines discussions. Et c'est voilà, essayer de se débriefer quel est ton moment préféré, qu'est-ce que tu as moins aimé, est-ce que là tu as tout compris quand j'ai décrit ça, est-ce qu'on était d'accord en fait, comme tout est imaginaire et qu'on a chacun notre vision d'un vieil hôpital abandonné, tu vois, et il faut qu'on arrive à être tous Au diapason. au diapason et à se créer les mêmes images. En fait. C'est justement ce que fait un maître du jeu dans une partie de jeu de rôle, c'est d'écrire suffisamment bien pour que tout le monde ait la même image ou sage. Ou souvent c'est sur le positionnement des gens. Tu vois. Tu décris, on arrive dans un salon. Et il faut qu'on ait tous le même salon en tête, mais aussi, moi je me mets à gauche, toi tu vas sur le canapé autour de la table. Et il faut que chacun arrive à se placer. Ah ok, c'est-à-dire que j'ai compris que Spider-Gros il allait se mettre sur le canapé, moi je vais me mettre là parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas de place. Tu vois. Enfin,
C'est ça. On veut pas se retrouver dans une situation où tout le monde dit je m'assois sur le fauteuil. Théâtre de l'esprit. Et du coup, on est empilé sur le fauteuil et donc ça marche pas. Ou quelqu'un dise bah moi je prends la porte de derrière, mais j'ai jamais décrit qu'il y avait une porte de derrière. Donc est-ce que vraiment il y en a une? Donc c'est voilà. Il y a ça, et puis ce que dit théâtre de l'esprit, nous on joue beaucoup comme ça. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui jouent avec une carte, tout simplement, une map quadrillée avec des figurines. Ils disent moi je suis à tel endroit, et maintenant tout le monde est d'accord sur le fait que je suis à tel endroit. Souvent dans ce genre de jeu, il y a une notion de stratégie, de tactique, de placement, combat, de placement. D'accord. Où là, il y a un côté très ludique, parce que dans le jeu de rôle, il y a quand même du jeu. Donc, des fois, il y a besoin de ces artifices, ces accessoires, pour qu'on soit tous d'accord. Mais on est tous prêts à jouer à ce genre de jeu, puisqu'on est toi et moi Bien joueurs sûr, de jeux de société. Donc C'est des questions de jouer à un goût, jeu avec ce qu'on appelle une battle map, il y aurait aucun problème pour nous. Par contre, dans les actual play JDR Academy qui ne sont pas filmés, c'est très compliqué. On ne le fait pas du coup. Parce que si on le fait, si là je mets une battle map devant nous et que je pose, du coup ça va faire que moi je vais limiter mes descriptions puisque tout est là. Donc je vais pas le dire à mes joueurs, je vais pas dire devant vous une porte qui ressemble à ci à ça, je vais pas le décrire. C'est pour ça que tu es si descriptif. Bah oui, puisque mes auditeurs ont tous les yeux fermés. Donc d'accord, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, tu prends beaucoup de soin, même si tu le fais avec vivacité, à décrire. Et je me suis dit, c'est plutôt important parce que justement, dans les premières parties, il y a 10 ans de la JDR Academy, on avait des illustrations à montrer. Donc vous rentrez dans un château, le château il ressemble à ça. Ah, d'accord, donc eux ils sont présents, ils le voient, sauf que les gens qui vont écouter derrière, mais ça ressemble à quoi ça? Donc on se force. Et ça, en fait, c'est là où je veux en venir. Plus on fait du jeu de rôle et qu'on fait des actual play, plus notre pratique du jeu de rôle évolue. Et tu vois, c'est un cercle qui s'auto-alimente. C'est-à-dire qu'on a envie de s'améliorer dans l'actual play, du coup, ça va nous améliorer en jeu de rôle, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, c'est super intéressant. Alors, dans cette optique du jeu de rôle aujourd'hui, quelle est l'évolution que vous voyez dans les années à venir, notamment cette mixité entre le jeu réel et le podcast? Comment vous voyez l'évolution du jeu de rôle dans les 5-10 années qui viennent? Et aussi, quelle orientation vous voulez donner à la JDR Academy? Oui, alors c'est peut-être plus ça la question, parce que l'évolution du jeu de rôle, je ne sais pas. Il a le vent en poupe, j'ai l'impression, en ce moment. Il y a de plus en plus de production et de jeux physiques et de production de contenu comme nous on le fait. Donc je pense que de plus en plus de gens y viendront. Maintenant, la JDR Academy, nous, la volonté, c'est de... On a déjà une belle croissance en termes de volume d'auditeurs, mais on veut continuer. Pas pour toucher un maximum de monde, il faut quand même se rendre compte que une partie de jeu de rôle, effectivement, en enregistrement, c'est peut-être un one-shot, c'est peut-être 2-3 heures. Mais avant ça, pour la préparation, pour le MJ, il y a peut-être consacré entre 3 et 10 heures, on n'en sait rien, ça dépend de tout ce qu'il a écrit. Et puis derrière, il y a toute la partie montage qui prend, tu l'es bien passé pour le savoir, qui prend énormément de temps. Donc c'est un accouchement des fois qui se fait un peu dans la douleur. On est content de livrer ce produit-là. Du coup, on a envie d'en faire partager au plus de monde possible. Donc tu te donneras ta réponse juste après, mais je pense que mon avis, ce que je vois pour la JDR Academy demain, c'est plus de viewers, plus également de participants, de plus en plus de gens sur notre Discord et qui viennent jouer avec nous, plein de nouveaux, et pour créer de nouveaux univers et que ça s'émulsionne. Avec peut-être une porte vers le live aussi qui pourrait s'étendre. Oui, c'est ça. Moi, l'évolution, je suis bien placé pour la voir parce qu'il y a 10 ans, on était 3. Et maintenant, comme on est une vingtaine de membres actifs, à produire, à faire des parties, produire des podcasts, et donc de plus en plus motivé par tout ça. On est devenu un podcast hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas au début aussi. Donc là, tous les lundis, on sort des nouveaux épisodes, donc il y a un sacré rythme qui se met en place. Mon optique, évidemment, c'est d'avoir de plus en plus d'auditeurs. C'est surtout de maintenir ce rythme. Parce que là, je pense qu'avec cette régularité, on arrive à sortir un peu de la masse de tous ces actual play podcasts qui existent. Tenir ce rythme et à terme, comme tu dis, développer les lives, c'est peut-être plus montrer nos visages comme on le fait aujourd'hui, être plus présent dans les festivals, que les gens nous identifient aussi, pas que par la voix, mais aussi par la vidéo. Parce que l'objectif maintenant, c'est, je pense, de faire plus de live, filmer en décor, éventuellement en studio, parce que les gens ils s'identifient plus à ça. Et on le voit bien que les chaînes YouTube qui le font ont plus de succès que la nôtre. Et je sais plus ce que tu disais. Et JDR Academy, depuis quelques temps, depuis 6 mois maintenant, c'est aussi Radio Campus Academy, un programme mensuel, un podcast mensuel de réflexion autour
du jeu de Du rôle. ouais. Et Avec des invités qui viennent justement d'autres tables. On peut citer les imaginateurs du JDR, on peut citer De la D6 table de plus rencontre cool. de D6 plus cool. En fait, c'est ça, ce que dit Johan, c'est sortir juste de la partie. Maintenant, c'est de faire une émission talk, discussion, non Ouais. seulement pour parler des jeux qui nous plaisent, parler Des de- sorties. des sorties, faire de notre propre publicité et aussi montrer notre vision du jeu de rôle. Tu vois, c'est peut-être que les gens ils la comprennent en sous-texte en écoutant Ouais. les parties, mais là on leur dit clairement, nous on aime jouer comme ça, nous c'est tel genre de jeu qu'on a envie de faire. Ouais. Et du coup, je pense que ça on a Il y a du débat enflammé. ouais. notre identité est un peu plus marquée en faisant ça, je pense. Ok. Eh bien, Riley Spider-Gros, Denis. alias Mathieu Johan, je vous remercie pour ces précisions. En tout cas, je voulais vous dire que c'était un plaisir. Pour une fois, je n'ai pas parlé de business, je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas parlé de développement personnel. Prends ça comme des vacances, c'est cadeau. Mais c'était super agréable et ça a remis en perspective un petit peu ma vision sur le jeu. Voilà, donc en tout cas, je souhaite à JDR Academy une croissance continue. Merci. Et puis, j'espère que vous aurez aussi l'occasion de contribuer à ce qui est dans votre ADN, c'est-à-dire former des joueurs et, Ouais, carrément. et former des auditeurs. Merci beaucoup. Merci Denis. Merci à toi, Pour merci ton à vous. accueil. Merci.